accusée de sorcellerie par sa belle-mère, et elle a tout perdu. Bienvenue dans les histoires africaines de Big Flo. Ce matin-là, Fabienne était heureuse de voir Kona. Elle s'était levée tôt, comme à son habitude, avec cette énergie tranquille qui habitait les femmes qui n'attendent rien de personne, mais donnent beaucoup aux autres. Le soleil venait à peine de se lever sur le quartier, et déjà son petit magasin était ouvert. Les étagères étaient bien rangées, les articles soigneusement disposés. C'était plus qu'un commerce. C'était le fruit de plusieurs années de sacrifices, de privation et de courage. Quand Kona entra dans le magasin ce matin-là, Fabienne leva les yeux et sourit. Il venait souvent acheter de petits articles, un détergent, un chapeau, parfois juste pour saluer. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais sa présence lui faisait du bien. Kona avait une manière douce de parler, un regard fatigué mais honnête. Peu à peu, les salutations devinrent des conversations, et les conversations devinrent des confidences. Un jour, il lui parla de sa vie. Il était étudiant, mais sans moyens. Les concours qu'il rêvait de passer semblaient hors de portée. Il faisait de petits boulots, aide-maçon par-ci, manœuvre par-là, juste pour survivre. Fabienne l'écouta sans le juger. Elle connaissait cette réalité. Elle savait ce que c'était que de se battre seule contre la vie. Au fil du temps, un lien se tissa entre eux. Fabienne n'était pas naïve, mais elle croyait encore en l'humain. Elle voyait en Kona un homme qui n'avait pas encore trouvé sa chance, pas un profiteur. Lorsqu'il lui parla de ses concours, elle n'hésita pas longtemps. Elle l'aida une première fois, puis une deuxième. La deuxième fut la bonne. Kona réussit. Ce jour-là, il revint au magasin les yeux brillants. Il annonça la nouvelle comme on annonce une victoire collective. Fabienne se sentit fière, pas seulement de lui, mais d'elle aussi. Elle avait cru en quelqu'un, et cette foi n'avait pas été vaine. C'est à ce moment-là que leur relation changea vraiment. Ils décidèrent de construire quelque chose ensemble. Le mariage arriva naturellement. Fabienne ne demandait pas le luxe, seulement le respect et la paix. La cérémonie se fit simplement, entourée de la famille et de l'église. Elle accueillit sa belle famille avec chaleur, convaincue qu'un foyer solide commence par l'ouverture du cœur. Sa belle-mère l'appelait souvent, et Fabienne n'hésitait pas à envoyer de l'argent quand il le fallait. Elle voulait être une bonne épouse, mais aussi une bonne belle-fille. Les années passèrent, 2 enfants naquirent. Le premier apporta une joie immense, le second renforça encore leur union. Fabienne continuait de gérer son magasin, de soutenir son foyer, de tenir debout quand la fatigue voulait la faire tomber. Kona, lui, avait désormais un statut, une dignité retrouvée. Ensemble, ils agrandirent le commerce. Du petit magasin d'hier naquit une boutique plus grande, plus rentable. Fabienne croyait avoir gagné le plus dur. Elle pensait que l'amour, la patience et le sacrifice suffisaient pour protéger un mariage. Elle ne savait pas encore que parfois, ce ne sont pas les difficultés visibles qui détruisent un foyer, mais les murmures silencieux qui s'installent lentement dans l'ombre. Ce matin-là, en regardant Kona quitter le magasin après lui avoir souri, Fabienne était loin d'imaginer que cette histoire, née dans la simplicité et l'espoir, allait un jour basculer dans l'injustice, la trahison et la douleur. Au début, Fabienne ne vit rien venir. Pour elle, aider la famille de son mari allait de soi. Dans son esprit, le mariage ne liait pas seulement 2 personnes, mais 2 familles. Alors, quand Kona reçut cet appel du village, annonçant que sa mère était malade, Fabienne fut la première à s'inquiéter. Elle vit l'angoisse sur le visage de son mari, cette peur silencieuse des enfants qui savent que leurs parents vieillissent. Les premiers temps, ils envoyèrent de l'argent, des sommes régulières, parfois lourdes pour le foyer. Mais Fabienne n'en fit jamais un problème. « C'est ta mère », disait-elle simplement. Pourtant, malgré l'argent envoyé, l'état de la vieille femme ne s'améliorait pas. Les appels se faisaient plus fréquents, plus pressants. Fabienne sentit alors que la distance compliquait tout. C'est elle qui proposa la solution. Faire venir la belle-mère à la maison pour mieux s'en occuper. Kona hésita, mais finit par accepter. Quand la belle-mère arriva, Fabienne l'accueillit avec respect, lui prépara sa chambre, ses repas, ses médicaments, faisant tout pour qu'elle se sente chez elle. Les premiers jours furent calmes. La vieille parlait peu et observait beaucoup,
tandis que Fabienne redoublait d'efforts pour montrer qu'elle était une bonne épouse, une femme digne de confiance. Très vite, cependant, la fatigue s'installa. Fabienne devait jongler entre le magasin et la maison, les allers-retours devenaient épuisants, elle passait la matinée au commerce, puis courait s'occuper de sa belle-mère parfois jusqu'à tard dans la nuit. Le corps suivait difficilement, mais le cœur tenait bon. Jusqu'au jour où elle comprit qu'elle ne pouvait plus tout faire seule, encore une fois, elle prit une décision par amour. Elle proposa de faire venir la petite sœur de Cona pour l'aider au magasin. Ainsi, Fabienne pourrait rester davantage à la maison auprès de la vieille. Un belle-sœur arriva du village, jeune, discrète. Fabienne lui expliqua le fonctionnement du commerce, lui confia les clés, sans méfiance. Elle ne voyait pas une rivale, mais une aide. C'est à partir de ce moment-là que quelque chose changea. La belle-mère commença à critiquer subtilement. Un jour, la nourriture était trop salée. Le lendemain, elle était trop pimentée. Le surlendemain, elle était étrange. Fabienne mettait cela sur le compte de la maladie. Elle corrigeait, s'excusait, recommençait. Mais rien ne semblait jamais satisfaire la vieille femme. Dans la maison, l'ambiance devint lourde. Les silences prenaient plus de place que les paroles. Cona parlait moins. Il rentrait tard, mangeait vite, se couchait sans, et discutait. Fabienne sentait un mur invisible se dresser entre eux. Elle voulait parler, expliquer, comprendre. Mais chaque tentative se heurtait à la fatigue ou à l'indifférence de son mari. Là, à nuit, Fabienne dormait mal. Elle se levait parfois pour prier, parfois simplement pour réfléchir. Elle se demandait où elle avait fauté. Elle se demandait pourquoi, après tant d'efforts. Elle sentait sa maison lui glisser entre les doigts. Elle ne savait pas que, pendant ce temps, d'autres paroles circulaient. Des paroles murmurées, lentes, venimeuses. La belle-mère observait. La belle-sœur écoutait. Et Cona, sans s'en rendre compte, commençait à douter. Fabienne pensait encore pouvoir sauver l'équilibre du foyer. Elle croyait que le dialogue finirait par tout arranger. Elle ignorait que le poison du soupçon avait déjà commencé son travail, silencieux mais destructeur, et que sa générosité allait bientôt se retourner contre elle. Au début, Fabienne ne comprenait pas ce qui se passait. Elle sentait bien que quelque chose avait changé, mais elle n'arrivait pas à mettre un mot dessus. Cona n'était plus le même. Lui qui aimait discuter après le dîner devenait silencieux. Lui qui riait, avec les enfants, passait de plus en plus de temps dehors ou enfermé dans ses pensées. Quand Fabienne essayait de parler, il répondait brièvement, parfois avec agacement, souvent avec froideur. Elle mit cela sur le compte de la fatigue. Après tout, la présence de sa mère à la maison demandait beaucoup d'énergie. Les nuits étaient courtes, les journées longues. Fabienne, elle, dormait peu. Entre les soins à la belle-mère, la maison et les enfants, elle n'avait presque plus de repos. Certaines nuits, incapable de trouver le sommeil, elle se levait, s'asseyait au salon, priait en silence ou réfléchissait simplement, le regard perdu dans le vide. Mais ces nuits-là furent bientôt interprétées autrement. Les remarques commencèrent doucement. La nourriture est trop salée. Aujourd'hui, c'est trop pimenté. Hier, c'était fade. Rien n'était jamais juste. Fabienne faisait des efforts, changeait ses habitudes, s'excusait même quand elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. La belle-mère observait tout. Ses regards étaient lourds, insistants. Parfois, elle murmurait avec Cona quand Fabienne quittait la pièce. Dès qu'elle revenait, le silence s'installait. Un soir, Fabienne surprit une conversation. Elle venait de sortir de la chambre. Quand elle entendit son nom, elle s'arrêta, le cœur serré. Sa belle-mère parlait à voix basse, mais chaque mot était un coup de couteau. « Cette femme n'est pas claire. Je ne peux plus manger ce qu'elle prépare. Elle se lève la nuit. Ce n'est pas normal. » Fabienne sentit ses jambes trembler, entra dans le salon. Les deux se turent aussitôt. Cona baissa les yeux. Sa mère détourna le regard. Personne ne s'excusa, personne ne nia. Ce soir-là, Fabienne comprit que le poison avait déjà fait son chemin. Elle tenta de parler à son mari, d'abord doucement, puis avec insistance. Elle choisit le bon moment, le mauvais moment, la nuit, le matin,
rien ne marchait. Kona disait être fatiguée, repoussait toujours la discussion à plus tard, mais ce plus tard n'arrivait jamais. Puis vint le mot qu'elle redoutait sans jamais avoir imaginé qu'il la concernerait. La belle-mère refusa désormais de manger sa nourriture, affirma que Fabienne voulait leur nuire, que ses prières nocturnes n'étaient pas normales, que ses silences cachaient quelque chose. Kona, troublée, alla chercher des réponses ailleurs, à l'église, chez un pasteur. Et quand il revint, son regard avait changé. Il n'interrogeait plus, il affirmait. Le pasteur avait dit que quelqu'un dans la maison voulait le détruire, que Fabienne n'était pas claire. Elle eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. L'homme qu'elle avait aidé, aimé, soutenu la regardait désormais comme une menace. Tout ce qu'elle faisait devenait suspect. Son silence, ses prières, même son amour. Elle était devenue étrangère dans sa propre maison, chaque geste interprété, chaque mot déformé. Et pendant qu'elle se battait pour comprendre, d'autres décidaient déjà de son sort dans l'ombre, sans preuve, sans dialogue. Fabienne ne le savait pas encore, mais à ce moment précis, elle n'était déjà plus une épouse aux yeux de son mari. Elle était une accusée, et le verdict approchait. Tout se passa sans avertissement. Ce jour-là, elle était sortie très tôt pour aller au magasin comme d'habitude, portant en elle cette fatigue lourde des femmes qui tiennent encore debout malgré les humiliations répétées. Depuis des semaines, le regard de Kona avait changé. Ses silences faisaient plus mal que des cris. Lorsqu'elle revint en fin de matinée, quelque chose n'allait pas. Devant la porte, ses sacs étaient là, ses vêtements, les cahiers des enfants, des ustensiles de cuisine, tout entassés comme des objets sans valeur. Un instant, Fabienne pensa à une mauvaise blague, son cœur refusa d'y croire, puis Kona sortit, visage fermé, accompagné de sa mère et de sa sœur, au regard dur et sans compassion. Il parla sans détour. « Tu ne peux plus rester ici. » Elle demanda pourquoi, supplia qu'on parle, qu'on s'explique, mais la réponse était prête, répétée comme une sentence. « Tu es une sorcière. Tu veux détruire cette famille. » Aucune preuve, aucun dialogue, juste une accusation lourde, impossible à effacer. Fabienne tenta de se défendre, de rappeler tout ce qu'elle avait fait pour ce foyer, mais ses mots se perdaient dans le vide. La décision avait été prise ailleurs, dans des murmures, des prières détournées, des conseils empoisonnés. Ce jour-là, elle fut chassée de la maison qu'elle avait contribué à bâtir, la maison où elle avait accouché, pleuré, prié, où ses enfants avaient fait leurs premiers pas. Elle quitta les lieux sans argent, sans documents importants, sans même le temps de dire correctement au revoir à ses enfants. Le plus douloureux ne fut pas seulement d'être expulsée, mais d'être effacée. Kona lui interdit de retourner au magasin, déclara que tout ce qu'elle possédait désormais lui appartenait, et le commerce qu'elle avait construit avant même de le connaître fut confié à sa belle-sœur. Fabienne n'était plus qu'une étrangère dans sa propre vie. Elle trouva refuge chez sa grande sœur, une chambre modeste, un matelas au sol et beaucoup de silence. Les nuits étaient longues. Elle se réveillait en sursaut, hantée par les mots sorcière, danger, malédiction, pensant à ses enfants et se demandant ce qu'on leur disait sur elle. Elle se demandait comment l'amour pouvait se transformer aussi vite en haine. Pendant 3 mois, elle tenta de joindre Kona. Elle l'appelait, il ne répondait pas, elle changeait de numéro et, dès qu'il reconnaissait sa voix, il raccrochait. Elle réalisa alors qu'elle ne luttait plus contre un homme, mais contre une conviction implantée profondément en lui. Fabienne passa de femme respectée à femme rejetée, de pilier du foyer à charge inutile. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix refusait de se taire. Elle n'était pas une sorcière. Elle était une mère, une épouse, une femme digne, et c'est cette certitude fragile, mais tenace, qui l'empêcha de sombrer complètement. Quelques semaines passèrent, et, un après-midi, presque par hasard, la vérité tomba sur elle comme un coup de massue. Une voisine, hésitante, lui apprit ce que tout le quartier savait déjà: Kona avait maintenant une autre femme. Ce n'était plus une rumeur, mais une réalité. La nouvelle occupait déjà la maison qui avait été la sienne. Une autre femme dormait dans son lit, priait dans son salon et jouait avec ses enfants. Fabienne resta silencieuse. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas tout de suite. Elle sentit simplement quelque chose se briser en elle, définitivement.
Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'effacement. 10 années de sacrifice balayées comme si elle n'avait jamais existé. Elle avait été remplacée alors qu'elle était encore mariée, encore vivante, encore en train de se battre. Cette nuit-là, Fabienne ne dormit pas. Elle repensa à tout, à ce matin-là où elle avait souri à Kona dans son magasin, à l'argent donné sans compter, à la belle-mère accueillie avec respect, aux enfants portés, nourris et aimés, à la foi qui lui avait appris à pardonner encore et encore. Elle se demanda à quel moment elle avait cessé d'être une épouse pour devenir une accusation. Les jours suivants furent lourds. Fabienne parlait peu. Même sa sœur s'inquiétait. Elle mangeait à peine et regardait longtemps dans le vide. Elle n'était plus seulement triste, elle était vidée. Le combat lui avait tout pris: sa maison, son travail, son mariage, sa dignité et maintenant son dernier espoir. Quand Fabienne comprit que Kona avait choisi de continuer sa vie comme si elle n'avait jamais existé, quelque chose en elle céda. Elle ne voyait plus d'issue. Elle avait l'impression d'être devenue un fardeau, une femme brisée dans un monde qui ne laisse pas de place aux blessées silencieuses. Elle se sentit seule, terriblement seule. Et ce jour-là, Fabienne mit fin à sa vie. La nouvelle se répandit vite, trop tard. Les mêmes voix qui l'avaient accusée se turent. La maison devint silencieuse. Les accusations de sorcellerie s'effondrèrent face à une réalité bien plus grave. Une femme innocente avait été poussée au bord du vide par l'injustice, la manipulation et l'abandon. Ses enfants restèrent, orphelins d'une mère encore vivante la veille, et dans le quartier, une question demeura, lourde et sans réponse. Qui rendra justice à Fabienne? Son histoire ne devait pas être oubliée. Elle devait servir d'avertissement, car ce ne sont pas toujours les coups qui tuent, mais parfois les mots, les accusations, le rejet et le silence. Fabienne n'était pas une sorcière. Elle était une femme qui aimait trop dans un monde qui n'a pas su la protéger. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire et laissez un like si vous avez aimé. Cela aide énormément à faire vivre ces récits et à rendre justice par la mémoire.